swear. Donc, on vient de commencer le podcast. Nous sommes en train de faire un récap des prénoms. Donc, après Zlatan, nous venons de trouver des Magikarp. Polycarpe. Ah putain. Polycarpe. Et là, je descends, je suis sur les Pierre-Luc, les Pierre-Loïc, Pierre-Louis. Donc, on passe un super moment. Pierre-Joseph, Pierre-Jacques, putain, les Pierre, ça déconne pas. Perceval, extraordinaire. Pépino, oui. Pépito, putain, il y a des Pépitos. Attends, non, je vais pas rire. C'est ça, c'est pas pour me moquer, c'est juste inattendu. Non, pas du tout. En plus, je pense les vannes genre Hi Pépito ou des trucs comme ça doit. Alors bon, après ils ont un certain âge, donc les Pépitos, au début, ça a été commencé à être donné en 1939. Mais voilà. Après, avant la marque. Il y en a eu 3. D'accord. Ouais. À l'époque, mais quand même. Imagine, ça t'arrive, imagine le truc terrible. T'as un nom, tu vois, comme ça, on te donne un nom, genre, je sais pas, Dove ou un machin comme ça, tu vois, et après, ça devient une marque, tu sais, ultra utilisée, genre de papier hygiénique ou un truc comme ça, genre. Kleenex. C'est tellement la fin. C'est ça. Mais ouais, des Pépitos, mais jusqu'en 72 en tout cas. Coton-tige, attends, non, c'est pas un truc. Ouais. Bon, bref. Alors, je lâche cet Excel extraordinaire. On a vraiment ce podcast-là que vous pouvez télécharger sur le site de l'INSEE. Voilà. Ouais. Parce que donc, si vous voulez les vrais stats, c'est l'INSEE. N'allez pas sur naissance.fr, c'est de la connerie. C'est vrai. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Aujourd'hui, au-delà de s'intéresser aux prénoms les plus donnés en France, qui comprennent bien évidemment Tony et Justin, on va s'intéresser à l'UFC 249 et le main event pour la ceinture intérimaire lightweight. Et messieurs, sur ces deux previews donc, qui s'intéresseront successivement aux deux protagonistes du main event, on va commencer par le numéro 4 du classement, qui est sur une série de 3 victoires par KO. 3 victoires par KO au premier round, monsieur Justin Gaethje. Peut-il finalement briser les espoirs de tous les fans, dont nous, pour voir le fameux combat Tony Ferguson contre Khabib? Eh bah oui, j'ai envie de dire oui, et j'ai même peur pour notre cher Tony Ferguson, messieurs, parce qu'on sait toujours que c'est un petit diesel, notre cher Tony Ferguson, qu'il a toujours besoin de s'ajuster au premier round, trouver sa distance, ceci, cela, pour ensuite rouler sur ses adversaires. Mais là, pourra-t-il passer ce fameux premier round face à Justin Gaethje? Déjà, je pense que Diesel, pareil, ça doit être un prénom qui a été forcément à un moment donné. Non, mais oui, c'est le risque, évidemment. C'est ça, c'est qu'il lui faut le temps de trouver son groove, en fait, Tony Ferguson. En revanche, quand il est dans la zone et qu'il a son groove et qu'il a son rythme, c'est un cauchemar, quoi. Il est inarrêtable. Mais sur le moment où il se règle, il a besoin de prendre quelques coups, quoi, en fait. Et c'est terrible parce que ça lui arrive à chaque combat, quoi. Et même quand il s'en sort relativement bien, parce que je pense à par exemple son combat contre Cerrone, il a quand même pris des coups. Même si c'est pas. Par rapport, quand tu prends comme base de comparaison la carrière de Tony Ferguson, c'est sûr, c'était un combat relativement souple. Ouais. Mais tu le prends par rapport à un combattant lambda, c'était déjà un combat dur, en fait. Et c'est ça, en fait. Et le problème, c'est que face à Justin Gaethje, ça risque de pas pardonner, quoi. Ouais, parce qu'en fait, le truc avec Tony Ferguson, c'est que c'est un combattant qui est absolument extraordinaire, mais c'est marrant parce que du coup, on a maté tous les combats là, enfin aujourd'hui, en tout cas, je l'ai fait tout à l'heure, et tu as vraiment, sur chaque combat que j'ai regardé, et donc c'était par exemple les 6-7 derniers à l'UFC, le premier round, à chaque fois, je commence le combat en me disant mais putain, mais il est nul en fait, Tony. Et en fait, non, c'est juste qu'il est très lent, c'est-à-dire qu'il a pas beaucoup d'explosivité, il en a évidemment, mais. Et en fait, ce qui fait que les premières minutes d'un combat, effectivement, il a vraiment besoin de se régler. C'est quelqu'un, comme l'a dit Polydomso, qui a vraiment besoin de comprendre le rythme de l'adversaire, de voir sa façon de bouger. Une fois qu'il est réglé, voilà, comme vous l'avez dit, alors là, par contre, c'est très, très, très compliqué de l'arrêter. Mais quand il ne l'est pas encore, il y a vraiment un côté, il prend des coups, les mouvements sont bizarres et il prend des coups quand même. Donc, pour un œil qui n'est pas... Pour quelqu'un qui ne connaît pas Tony, tu dis mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Enfin, il est là, il fait des trucs chelous, il prend des coups tout le temps. Mais c'est ça qui est incroyable avec Tony, c'est que sur les premiers rounds, quand il commence,
mais il n'y a rien qui va en fait. C'est un truc de fou. En fait, C'est vraiment. il est d'une gaucherie, mais incroyable. Et je dis ça avec toute l'admiration et le respect sans borne que je lui porte. Hein. Je trouve que c'est un des meilleurs combattants de tous les temps dans cette catégorie. Mais c'est ça qui est fou, c'est que sur les 5 premières minutes, il est d'une maladresse, il n'est pas très rapide, il s'expose, il prend des coups, il a même, tu sais, la façon de se déplacer, il est gauche, quoi, il est vraiment gauche. Ouais. Il est pas dans le rythme, rien ne va, quoi. Et en revanche, au fur et à mesure où ça s'avance, il se sublime. Et à la fin, tu vois des trucs. Mais par exemple, moi, c'est ce que je pense, c'est son 5e round contre Rafael Dos Anjos. Mais tu as des moments, tu vois, il tourne devant Dos Anjos, il est à portée de frappe et tout, il a de rythme et tout. Et tu te dis, putain, le mec, on dirait que tout est bien aligné. Ouais, tout lui est réussi. Rien n'est laissé au hasard et il peut faire ce qu'il veut. Il pourrait même faire genre un move de breakdance au milieu qu'en fait, il pourrait se le permettre en fait. C'est assez fou. Et il le fait d'ailleurs. Et c'est ça qui est dingue. Et en fait, je pense qu'il a besoin c'est vraiment ça. Il se règle en fait. Il se paramètre par rapport à son adversaire parce que bien qu'il fasse quasiment tout le temps la même chose en fait, c'est un mec qui repose beaucoup sur la pression et une activité constante. Mais en fait, même si la stratégie reste la même, il s'adapte à chaque adversaire. Il y a des trucs qu'il ne fera pas contre tel adversaire. Tu vois, et pour ça, pour en fait s'adapter, pour identifier, faire une cartographie en fait de ce que fait l'adversaire, il a besoin en fait de se laisser toucher. J'ai l'impression, vraiment de s'exposer, quoi, de s'exposer. Et c'est ça qui nous fait un peu flipper avec Justin Gaethje. Ouais. En fait, c'est parce que exactement. Et en fait, il était fatal qu'un jour ça arrive. Parce que Tony Ferguson, il a eu, enfin je sais pas si on peut dire qu'il a eu de la chance, mais il a pas rencontré beaucoup de gens qui frappaient ultra fort en reculant, quoi. Parce que bon, on va me dire Barbosa, mais Barbosa quand il recule, il combat moins bien que quand tu lui laisses le champ libre en fait et que tu lui permets de s'avancer. Pareil pour Trujillo, tous ces mecs-là en fait, si tu leur fous vraiment la pression, ils sont quand même vraiment moins violents. Que si tu les laisses en fait prendre leur distance et tout. Donc c'est vrai que là, il est contre un mec, Justin Gaethje, qui depuis quelques combats montre qu'il est capable. Tu vois, par exemple, son dernier combat contre Cerrone, c'est sur un in et un out qui corrige Cerrone. Il a la puissance de KO, et il arrive à le faire. Il semble qu'il arrive à le faire en reculant d'une certaine mesure. Donc c'est risqué, quoi. C'est vraiment risqué, tu vois. Ouais, c'est risqué. Et puis excuse-moi, Guillaume. C'est vrai que sur le KO de Cerrone, en plus, alors après, c'est vrai que bon, Cerrone, je sais pas, c'était peut-être son premier round ou je sais pas, mais il n'a pas été très malin non plus parce qu'il a répété des patterns qui ne réussissaient pas dès le début. Il a quand même continué à faire. Il a continué à faire un peu ces spéciales Cerrone qui marchent, mais que dans certaines configurations, en fait, de faire des espèces de, en avançant en fait à moitié en switch, c'est presque comme s'il marchait en changeant de coup à chaque fois, mais menton bien en l'air. Si l'adversaire n'a pas été un peu conditionné avant, il va se faire contrer en 2-2 et c'est ce qui s'est passé. Et le contre était d'une violence, mais vraiment, c'était préhistorique, quoi. Et c'est vrai que ça fait vraiment flipper pour Tony Ferguson. Après, et puis oui, est-ce qu'on revient d'ailleurs sur le fait, ou est-ce que c'est utile ou pas, tu vas nous dire, Guillaume, sur le changement qu'il y a eu pour Justin Gaethje dans le style entre avant les deux guerres et après les deux guerres? Est-ce qu'on y revient? On va pas du tout revenir là-dessus, évidemment que non. Non, mais parce que ça, en fait, non, mais je pose la question dans le sens, ça n'aurait peut-être pas de, comment dire, à la limite, si, ça a un sens de le dire, dans le sens où, vu que c'est un style qui n'a pas forcément travaillé toute sa carrière, il peut retomber dans ses travers si jamais ça devient le chaos. On peut le dire comme ça et dire que donc ça a un sens de dire qu'il a changé de style, parce que le style qu'il avait avant, mais en fait disons voilà, il a commencé à vraiment changer un tout petit peu contre Dustin Poirier après une première guerre, mais vraiment contre James Vick après du coup les deux guerres contre Alvarez et Poirier. Et en fait, première défaite en carrière d'ailleurs. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comment dire, Justin Gaethje, on va le redire aussi par rapport à Tony Ferguson, c'est peut-être un des plus gros mentals du sport, du MMA. Et le truc, c'est qu'il a ce défaut et cet avantage en même temps d'avoir un menton extraordinaire et une puissance de chaos démoniaque, ce qui fait qu'en fait, jusqu'à maintenant, il a pu, pour gagner tous ses combats, se reposer sur sa dureté, son menton et son mental. Et après, il mettait les mecs KO et il les finissait avec ses points. Mais en gros, il pouvait se servir du fait que, en gros, il prend des coups comme des petits bonbons, il avance, et il avance tellement qu'au bout d'un moment, il finit par te choper, et c'est toi qui finis ses pieds sous terre.
Mais cette technique un petit peu d'avancer en mettant les deux mains en haut, en faisant des petits mouvements de buste, mais minimalistes, parce que quand même il se fait choper assez souvent. C'est juste que comme il frappe plus fort, les adversaires ne s'en sortent pas. Autant pour moi, je suis commandant de mon cœur. Mais voilà. Mais le truc, c'est que cette technique-là, et voilà, comme on dit souvent, il y a des choses qui marchent très bien, qui peuvent marcher dans le début de ta carrière en MMA. Ça ne marchera plus quand tu arrives à l'UFC. Et ça n'a pas marché face au top du top, puisque donc contre Eddie Alvarez et Dustin Poirier, ça a commencé à être beaucoup plus premier compliqué. avertissement contre Michael Johnson. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que même au WSOF, il gagnait des combats dans la douleur alors qu'il aurait dû les gagner comme ça, quoi. Ça a toujours été sa méthode, en fait. Et on s'était foutu de moi sur le podcast La Sueur quand j'avais dit que je soupçonnais Gaethje d'avoir des problèmes de vue, mais je maintiens, en fait, mon analyse. Mais il a d'ailleurs des lunettes, mon chapeau d'homme. Ben oui, il a des lunettes et je crois qu'il a fait une opération en plus récemment pour ses yeux, donc ça confirmerait ce que j'ai dit. En plus, ça coïncide avec son changement de style, donc ça confirmerait d'autant plus. Mais c'est que quand tu le regardes combattre, c'est même pas, oui, je me protège, il met vraiment il prend les coups avec le front, et en fait, quand il prend un coup, ça lui permet de savoir où est son adversaire. Il ne voit pas ses adversaires, il les sent. Il les sent avec le toucher. Comme dans Dragon Ball. Putain de merde. Bref, non mais voilà, c'est en mode canne blanche, quoi. Tu vois, c'est ça en fait son truc. Tu vois. Et quand quelqu'un touche, il se dit au bout du bras il y a une tête, donc il contre en crochet, quoi. Et ça marche. Et il fait pareil avec les low kicks. Putain, j'ai perdu Guillaume, quoi. Non mais c'est le placé tranquillement en mode canne blanche. Mais oui, j'avais pas d'autre image. Mais en réalité, c'est vrai. C'est ce qu'il faisait souvent. Et en fait, c'est pas faux. C'est un peu comme quand en échec tu laisses deux pièces à la prise, c'est que ton adversaire il peut prendre qu'une pièce à la fois, tu vois. Là c'est pareil, c'est pareil. La comparaison est quand même assez. C'est un peu un grand écart ce que je fais, mais bon, peu importe. C'est qu'il prend les coups, l'adversaire, quand il donne un jab, il ne peut pas protéger sa jambe. Et au même moment où l'adversaire donne un jab, il place son low kick. Et ainsi de suite, il fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire, j'accepte de prendre un truc, tu vas te découvrir toi aussi. Et comme moi, j'accepte selon mes termes, c'est moi qui suis gagnant dans l'échange, en fait. Le problème, c'est qu'il est tombé sur deux adversaires qui ont vraiment exploité ça et qui sont très malins quand ils savent exploiter ça. C'est d'une part Alvarez, qui s'est dit, bon, mec, tu protèges ta tête, mais tu protèges pas ton corps, donc je vais te défoncer au corps et tu vas être fatigué à un moment donné. Il l'a vraiment eu à l'épuisement, Alvarez, parce que c'était un pari entre les deux, entre celui qui allait lâcher parce qu'il prenait trop de low kick et celui qui allait lâcher parce qu'il prenait trop de coups au corps. Donc ça, c'était Alvarez. Et Dustin Poirier, c'était encore plus malin, c'est qu'il le saturait d'informations avec, tu sais, le petit jab. Il faisait genre 1, 2, 3, 4, 5 et puis ensuite il enchaînait sur ses coups et c'était vraiment une masterclass d'Alvarez. Mais là aussi, mineur, Dustin Poirier était aussi à la limite de briser au niveau des jambes. Il y a plusieurs contres que place justement Justin Gaethje qui sont quand même c'est quand même assez impressionnant, tu vois, malgré tout. Donc du coup il a quand même corrigé ça. Maintenant il s'expose beaucoup moins, il a changé cette approche. Il le fait encore un petit peu, mais maintenant il développe un peu plus intelligemment son agression. Il utilise plus les feintes. Il est moins statique, c'est-à-dire qu'avant il avançait quand même en ligne droite sur toi. Maintenant il utilise un peu le in and out, donc le avant-arrière, et il fausse les distances. Et donc du coup ça lui permet en fait de rentrer sans trop prendre de coups. Et mine de rien, ces quelques changements-là, sans même inclure un jeu de clinch, sans même inclure un jeu de lutte, et non un jeu de lutte, un jeu de lutte. Et ça lui a permis d'avoir des victoires de ouf parce que, tu vois, éclair, tu vois, face à James Vick, Barbosa, c'est pareil, et dernièrement Cerrone. Donc il a corrigé en fait, il a affiné son jeu. Je pense pas qu'il l'ait changé radicalement. Je pense que comme je m'aligne sur ce que dit Rust, c'est que je pense que s'il va rentrer dans la fatigue, il va reprendre ses automatismes. Parce que tu peux pas biffer, tu vois, en 3 combats ce que tu as appris à faire pendant quasiment toute ta carrière. Donc je serais très étonné que pendant 5 rounds, il arrive à faire ce qu'il a fait récemment. D'autant qu'en fait, je pense qu'il en a conscience aussi. C'est ça. Tout ce qui sort de ses interviews, c'est il le sait, je pense. Mais ouais, il le sait. Et aussi, j'ai envie de dire, on s'emballe. Enfin, moi, j'étais très content. Les gens savent que je suis fan de Justin Gaethje et j'étais très content du tournant qu'il a pris. Je trouvais que c'était mieux, même pour sa santé, en fait, de combattre comme ça. Mais après, je ne peux pas m'empêcher de constater que ces 3 belles victoires qu'il a eues, c'est contre 3 mecs qui savent pas. Complètement. C'est ce que j'allais dire. Mais donc, du coup, je te laisse la parole là-dessus. Ouais. En fait, c'est ce que j'allais dire aussi, et je suis d'accord parce que le truc, c'est que
il a gagné, et il a gagné de manière spectaculaire, mais contre des adversaires qui, comment dire, les armes que va amener Tony Ferguson, qui va probablement, rester dans les rounds, dans les rounds 2, 3, 4, 5. Et ben à ce moment-là, est-ce que entre guillemets, disons, cette amélioration dans le style et de Gaethje sera aussi efficace, et est-ce que ça l'est même de manière générale face à un mec comme Tony Ferguson en fait, et c'est pas si évident. On sait, parce que là, il a énormément de succès, mais est-ce que est-ce que ce style sera aussi efficace contre un mec qui est du calibre de Tony? C'est pas si évident. C'est un peu comme briller face à des adversaires qui ont pas du tout ton niveau en striking. Si t'arrives et que t'es un mec du K1, bon bah c'est génial. Quand tu te retrouves face à quelqu'un qui sait exactement ce que tu fais et qui a compris tes patterns et qui a les armes pour te faire douter, c'est pas du tout pareil. Et je pense que Tony Ferguson, il doit se lécher un petit peu les babines avec ce nouveau style et ce nouveau Justin, parce qu'il se dit, c'est peut-être pas un style qu'il maîtrise encore à la perfection, et il y a peut-être des trucs qu'il peut utiliser dans ça, quoi. Donc, mais tu penses pas que d'un côté aussi, Justin peut aussi, lui, en retour, se lécher également les babines, et qu'ils se lèchent finalement mutuellement les babines, parce que mine de rien, pour Justin Gaethje, c'est un peu la même chose, où il se dit, et pour Tony Ferguson, qui se dit, il y a un mec là qui va arriver, il sait, comme à chacun de mes combats, que j'ai 5 minutes pour mettre en route, et sauf que là, c'est vraiment la première fois où je peux être dans une situation où je vais me faire toucher, je vais pas pouvoir me relever comme d'habitude. Pour Tony oui, pour Tony, oui, complètement pour Tony. Non, mais c'est clair que non, il y a ça, oui, effectivement, c'est que l'avantage qui peut être du côté de Justin, c'est que il sait que c'est Tony Ferguson qui va venir le chercher, quoi. C'est pas, tu vois, tout le travail. Enfin, moi, ce que je dis, l'amélioration qu'a eu Justin, c'est que Justin, comme Tony, c'est un mec qui met la pression, il vient te chercher en fait dans l'octogone. C'est pas un mec comme Alvarez qui va, tu vois, rester un peu sur l'outside et tout. Ou comme Wonderboy Thompson, c'est un mec qui vient, il va au contact, et son succès justement et le nombre de finishes qu'il a, ça vient du fait qu'il cherche le combat en fait, qu'il met la pression. Et le gros défaut qu'il avait, c'est qu'il prenait énormément de coups jusqu'à porter le combat en fait dans la distance. Ouais. L'amélioration qu'il a faite, c'est qu'il prend moins de coups maintenant dans cette distance intermédiaire. Mais en fait, toute cette amélioration, il en a peut-être pas forcément besoin contre Tony Ferguson, parce que Tony Ferguson va venir le chercher. Il n'a pas besoin de casser la distance contre Tony Ferguson. Tony Ferguson, c'est très étonnant. Il pourrait en fait rester à distance avec le jab parce qu'il a plus d'allonge et avec ses front kicks. Mais on le voit contre tous les adversaires, même contre les adversaires avec lesquels il a plus d'allonge, il vient quand même il va chercher à mettre ses coudes et tout. Il rentre dans la distance. Donc en fait, là-dessus, en tout cas sur la dynamique du combat, Justin Gaethje n'aura peut-être pas en fait à faire l'effort qu'il a à faire d'habitude d'aller chercher le combat. Maintenant, est-ce que ça veut dire est-ce que ça signifie forcément que c'est profitable pour Gaethje? Je le pense dans le premier round ou dans les deux premiers. Parce que je pense qu'il peut vraiment toucher très durement Tony Ferguson, qui n'est pas le meilleur défensivement, surtout dans cette période-là. Après, en revanche, une fois que ça sera passé les deux rounds, et je pense que ça voudra dire qu'en fait, quand même, ça voudra dire que Tony Ferguson a installé quand même son jeu et qu'il sait mettre la pression sur Justin Gaethje. Et Justin Gaethje, je ne l'ai jamais vu beaucoup reculer, donc je pense pas qu'il ait vraiment ce savoir-faire. Je sais qu'il a de la puissance sur ses coups en reculant, notamment contre Cerrone, mais de manière prolongée, avoir toute une démarche de combat où il va avoir le dos à la cage et tout, moi je n'ai pas souvenir de l'avoir vu souvent dans cette position-là. Les rares fois où je l'ai vu dans cette position-là, c'est dans les moments où il était débordé par Dustin Poirier, et c'était pas ouf pour lui, tu vois. Donc je me dis, oui, ça peut être un bon... il sait à quoi s'attendre. Maintenant, est-ce que ça veut forcément dire... Enfin, je pense que ça détermine le rythme du combat et le rythme en fait des chances qu'a Justin Gaethje face à Tony Ferguson. Et est-ce que face à ces certitudes entre guillemets pour Justin Gaethje qui sont effectivement, il démarre très vite, Tony Ferguson, lui, a de son côté des difficultés lors des premières rounds. Ses 2 seules défaites en carrière ont été à chaque fois dans des combats qui étaient extrêmement disputés, mais dans les 4e rounds. 4e à chaque fois, ouais, 4e à chaque fois. Enfin, fin de combat. Justin Ouais, Justin Gaethje. Ouais, il a perdu au 3e round contre Eddie Alvarez, et il me semble au 4e contre Dustin Poirier complètement. Est-ce qu'avec tout ça,
également le fait que ce soit un, entre guillemets, short notice dans des conditions particulières aussi pour Justin Gaethje, est-ce il pourrait avoir une approche un petit peu différente de ce qu'il a eu ces dernières fois? Ben, il y a des chances, d'autant plus que effectivement, si maintenant il a développé un style qui est un peu plus léger, un peu plus à distance, soit complètement à distance, soit il casse la distance et il te prend en clinch parce qu'au final, alors bon, après, c'est un peu un trade parce que ça peut être un peu plus coûteux en énergie d'être beaucoup plus léger sur ses appuis, d'être beaucoup plus vif, de faire beaucoup plus de feintes, de soit rentrer, soit sortir, mais d'être vraiment beaucoup plus agile et dynamique. Mais j'allais dire, oui, ça coûte plus d'énergie de faire ça théoriquement, mais le truc, c'est que le cardio qu'il perd en faisant ça, bah, il le perdait en prenant des coups quand il rentrait et qu'il était à distance de boxe, en fait. Donc, voilà, le seul truc, ça peut être qu'effectivement, il n'a pas eu le temps de s'entraîner correctement, et d'autant plus contre Tony, où tu sais qu'il y a quand même peu de chances que tu le mettes KO, et donc tu dois t'entraîner pour 5 rounds. Donc, mais j'avoue, c'est une bonne remarque, c'est est-ce que du coup, ça va modifier son game plan pour un combat qui du coup sera en 5 rounds. Et il y a des chances. Énorme respect à Justin d'avoir pris le combat, parce que c'est vrai que là, se dire que tu n'as pas le temps de te préparer pour un 5 rounds qui va être probablement à très 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 haute intensité, est-ce qu'il va du coup aller all-in et vraiment faire là, j'aurais un respect immense, mais ce serait presque du kamikaze en fait, c'est d'y aller vraiment à 100% sur les 2 premiers rounds, et après, bah, advienne que pourra, quoi. C'est vrai que je ne sais pas du tout quelle approche il va prendre. Et personnellement, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va aller là-dedans, à moins qu'il fasse un espèce de jeu, on va dire, dans les médias, mais ça n'a pas l'air d'être le style de Justin, mais c'est que toutes les interviews qu'il a fait avec Brett Okamoto pour l'instant, il se dit vraiment, j'ai 18 minutes dans ce combat-là, ensuite c'est mort. Et puis il ajoutait aussi qu'effectivement, si le combat va dans les 4e, 5e rounds, il se fera vraisemblablement étrangler par Tony Ferguson. Donc, à moins qu'il essaye de faire des petits mind games, mais ça n'a pas du tout l'air d'être le genre. Je pense vraiment qu'il se prépare à se dire, j'ai vraiment 2 rounds pour jouer crânement ma chance. Ensuite, ça sera hyper compliqué pour moi. Bah effectivement, ouais, bah, au moins c'est lucide, c'est vrai, mais parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, donc là on est sur le podcast Justin Gaethje, comment est-ce que Justin Gaethje peut gagner? Ouais. Et c'est vrai qu'on a seulement on a parlé des low kicks, mais le truc c'est que les low kicks, et même s'il y a des grandes chances, d'autant plus que Tony Ferguson est quand même assez susceptible aux low kicks, on l'a vu contre Dos Anjos notamment, mais le truc c'est que c'est vraiment une arme d'attrition, c'est une arme qui, même s'ils sont surpuissants les low kicks de Gaethje, particulièrement contre un mec comme Tony Ferguson, ben, il te faut 2-3 rounds pour vraiment terminer, et encore terminer récolter les dividendes. Voilà, parce que tu récoltes les dividendes, tu peux pas vraiment terminer, ça existe, hein, il y en a eu plusieurs, on pense à Pat Barry notamment, mais terminer Tony Ferguson sur leg kick, ça va être compliqué. Du coup, c'est une arme qui est parfaite en complément de d'autres armes, les leg kicks. Donc, c'est très bien qu'il l'ait, c'est génial, et il va probablement faire très mal à Tony Ferguson, mais on peut l'écarter de une arme qui va lui permettre de finir le combat. Donc ça veut dire que vraiment, il ne peut finir le combat qu'avec son anglaise finalement, parce que pareil, on voit très très mal, je pense que vous allez me rejoindre, Justin Gaethje soumettre Tony Ferguson. Je pense que là, c'est du domaine de l'irréel. Donc voilà, c'est vraiment, on va être du côté de, il a 15 minutes, il a ses points, et il faut qu'il trouve un moyen, par ses low kicks, par ses feintes, par ses entrées, un moyen, ou même son clinch. On a vu qu'en clinch, il adorait cette espèce de main de l'enfer là, qui place à chaque fois et qui te ponctionne le cerveau à chaque fois. La spéciale Bane. Ouais, voilà, c'est vraiment voilà. Sous l'épaule. Mais je suis d'accord, parce qu'en fait, le problème sur les low kicks, je pense que ça peut pas être une stratégie en soi. Si tu te dis je vais le ruiner au niveau des low kicks, il y a des gens qui peuvent le penser, parce que surtout après la blessure de Tony Ferguson, les gens ils peuvent se dire c'est peut-être une stratégie. Mais le truc c'est que en fait, Tony Ferguson il est tellement en avancée sur toi que quand tu fais un low kick sur Tony Ferguson et qu'il avance en même temps, certes tu vas le toucher, mais tu vas te mettre en déséquilibre. Et honnêtement, la dépense d'énergie quand tu donnes un low kick, que le mec avance sur toi, donc tu perds un peu ton équilibre, tu dois te réceptionner et tu es en panique parce que tu as Tony Ferguson devant toi. Finalement, le gain que tu as eu en envoyant un low kick à Tony Ferguson, tu le perds parce que tu es obligé de te replacer. Au moment où tu te replaces, il y a moyen que tu prennes un jab ou un truc comme ça, ouais. Et tu perds de l'espace dans la cage. Et quand tu perds de l'espace dans la cage contre Tony Ferguson, putain, c'est l'alerte rouge. Hein. Je pense que les mecs, ils ont des suées. Quand ils se disent putain, merde, quand ils voient la ligne de l'octogone au sol et qu'ils se disent merde, je suis déjà là. Et en fait, j'ai pensé, tu vois,
gérais, je pensais que je mettais mon low kick et tout, je l'ai placé le low kick en plus. Mais le problème, c'est que quand tu places ton low kick, tu es sur une jambe, donc tu es forcément plus ou moins en déséquilibre. Et comme Tony Ferguson, il avance tout le temps, c'est compliqué. En plus de ça, Tony Ferguson, quand il prend des low kicks, il a le réflexe, non pas de checker, mais de t'en remettre aussi. Et en fait, il s'en fout de faire tibia-tibia. On a l'impression que la douleur, ça lui fait rien. Sauf que les gens en face, généralement, ils s'en foutent pas trop et ils se disent bon, bah, je vais arrêter les low kicks parce que tu sais, je sais pas, il y a peut-être un choc à un moment donné, j'ai pas envie de me péter le tibia. Enfin, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en jeu alors que lui, il est un peu plus. Enfin, c'est plus des automatismes, il s'en tape, tu vois. Et d'ailleurs, juste, je t'interromps 2 secondes pour dire, il y a même un truc que fait Tony Ferguson qui est tellement flippant, c'est qu'il y a des low kicks, il y a des gens qui font des low kicks sur le mollet, des gens qui font les low kicks internes, externes sur la cuisse. Tony, je comprends même pas, c'est le seul que j'ai vu, il fait des low kicks directement sur la partie haute du tibia de l'adversaire. C'est-à-dire c'est un low kick interne sur le tibia. Je comprends pas pourquoi il fait ça, c'est peut-être juste une épreuve de volonté, mais voilà, tout ça pour corroborer Polydomso, les low kicks de Tony, ouais, ça fait pas gaulerie, quoi. Ouais, et en fait, tout ça, ça rend très compliqué une stratégie qui est basée juste là-dessus. En revanche, là où je pense qu'il y a peut-être une arme que peut utiliser, il peut peut-être utiliser, on va dire, les low kicks, mais à une autre destination, Justin Gaethje, c'est que en restant à distance sur la pointe de pied quand il est encore très agile et très en forme, parce que c'est le début du combat, je pense qu'envoyer un low kick, ça va forcément déclencher une réaction de la part de Tony Ferguson. Et c'est à ces moments-là que Tony Ferguson, comme j'ai dit, rentre en fait quand tu lui envoies des kicks. C'est là où tu peux le choquer, le secouer. Et notamment, par exemple, les enchaînements, tu sais, bah, c'est pas vraiment Superman Punch, mais t'envoies un low kick. Et au moment où tu rentres ta jambe, t'envoies un crochet du bras arrière. C'est la spéciale Andy Risti ou Rick Rofus faisait ça aussi beaucoup. Mais là-dessus, je suis sûr qu'il y a moyen que tu surprennes en fait, Tony Ferguson. Et de mémoire, je pense que c'est ce que lui avait fait Anthony Pettis pour le mettre knockdown, c'est qu'il avait envoyé un kick et au moment où il avait retiré sa jambe, il avait... Donc c'est un truc qui fonctionne vraiment avec lui parce que comme j'ai dit, sa stratégie vraiment pour faire face aux techniques circulaires en jambes, c'est vraiment de rentrer dedans, c'est pour te faire paniquer en fait, te faire perdre ton sang-froid. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment Justin Gaethje, il a une carte à jouer. C'est vraiment au début rester vraiment à distance. Essayer de faire mal avec ses low kicks parce qu'il peut faire très mal avec ses low kicks et parce que, comme vous l'avez dit, Tony Ferguson est susceptible, enfin, il s'expose souvent, tu vois, comme il bouge énormément, bah, il a pas souvent l'occasion de pouvoir relever la jambe pour pouvoir checker les kicks. Et donc, du coup, en fait, c'est un bait, en fait. C'est genre, viens, rentre. Et quand je rentre, là, tu peux contrer en crochet et tout. Et là, je pense que, franchement, Justin Gaethje, ça peut être une stratégie qu'il peut avoir. Ça ne me choquerait pas qu'il ait développé un truc de ce goût-là, quoi. Mais d'ailleurs, justement, en fait, je suis en train de me demander, sur les 3 derniers combats de Justin Gaethje, ça a marché, il a placé des KO de l'espace, et parce que, donc il y en a un, c'était effectivement, contre Donald Cerrone, et les autres, enfin, c'était un peu, c'est pas des blitz vraiment, mais c'est vraiment une attaque éclair, que ce soit contre Barbosa, contre la cage. Vraiment, il a rien vu venir en crochet long. En plus, c'est ce qui est assez rare pour Gaethje. Et contre James Vick, bon, bah là, c'était carrément, enfin, c'était vraiment une exécution. Mais justement, est-ce que, même si c'est son nouveau style et qu'il s'y accoutume, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt justement à, comme tu viens de l'évoquer, Polydomso, à reprendre pour ce combat-là son style d'avant, qui est de vraiment rester suffisamment au contact pour soit placer ce low kick et tu reviens avec un bras arrière ou quoi que ce soit tu restes au contact pour, comme il travaille un petit peu en volume Tony Ferguson, quand tu sens qu'il commence à te toucher, et ben là tu fais la old school Justin Gaethje. Il m'a touché, ok, je peux y aller. Et là, il envoie ses nouvelles combinaisons de l'enfer, quoi. J'aurais tendance à dire que c'est pas mal, mais le truc qui m'inquiète, c'est que s'il s'expose comme ça et qu'il nous refait en fait du old school Gaethje, je vois venir gros comme une maison la spéciale de Tony Ferguson, tu sais, comme lui il se tient comme ça, de je prends tes mains et je commence à mettre des coudes. Et là-dessus, les techniques en coude, en plus, ça ira pile sur le front et je pense qu'il y a moyen de cutter Justin Gaethje très très rapidement. Donc c'est pour ça, je pense éventuellement, effectivement, il peut rester. Je pense qu'il a les armes, surtout dans les premiers rounds, pour rester à distance d'échange avec Tony Ferguson. Et effectivement, comme Tony Ferguson, quand il attaque, tu vois, il se dit bah, la meilleure défense, c'est 100% d'offense. Donc il n'a pas vraiment de considération pour sa défense. Tu vois, il se tient menton à la fenêtre et il est très droit. Donc il y a effectivement moyen de le contrer. Mais le truc, c'est que c'est un échange qui, à mon avis, c'est très très dangereux de mettre ça en place contre Tony Ferguson, parce que même si Tony Ferguson n'a pas vraiment de pouvoir de KO sur ses coups,
mine de rien, les coudes, et même, je pense aussi, c'est les types qui passent au corps Ouais. à ce moment-là. Et là, contre Tony Ferguson, Justin Gaethje, si Justin Gaethje fait vraiment la spéciale couverture comme ça, il ne pourra pas se protéger au corps. Et là c'est le jazz de Tony Ferguson. Quand il commence à prendre son rythme, tu sais, quand il sait que toi, tu es en train d'attendre en réaction sur cette affaire, et qui fait un coup en bas, un coup en haut, 2 coups en haut, je tourne sur moi-même, je mets un coude et tout, et que tu es toujours un cran en retard en fait pour réagir. Là, c'est là où il est vraiment proprement flippant en fait, Tony Ferguson. Et là-dessus, je pense qu'en fait le problème du style de Justin Gaethje, c'est que ça pourrait éventuellement marcher, mais c'est tellement risqué. Et en fait, en faisant ça, Justin Gaethje devient prévisible, et je pense que c'est là où Tony Ferguson peut briller. Moi, j'aurais plutôt tendance faut qu'il reste mobile. Au début, il faut qu'il reste mobile. Il faut qu'en fait, il fasse venir Tony Ferguson vers lui, et que c'est à ce moment-là où il faut qu'il dicte les termes de la conversation. C'est une conversation, en fait. Effectivement. Et en fait, et même... Et je finis juste sur ça, mais c'est vrai. En fait, finalement, je souscris totalement, et je pense que ce serait probablement le plus adapté. Et d'autant plus que... sur les premiers combats que j'ai rematés de Gaethje, je m'étais dit, putain, en clinch, quand même, il envoie, et c'est comme si les gens paniquaient quand Gaethje arrive en clinch, particulièrement avec son espèce de truc, la Bane à la gréco-romaine, où là, il met les mecs en panique, ça vient de tous les côtés, etc. Mais ça marche pas contre tout le monde, en fait. Ce clinch-là, ce dirty boxing un petit peu, et ça peut être même complètement, même pas forcément contre la cage, mais en plein milieu, etc. En fait, par exemple, contre Alvarez, ça n'a pas marché du tout. En fait, Alvarez l'a dépassé à chaque fois en clinch, et même le KO d'Alvarez, il part sur un clinch où ils sont tous les deux comme ça à la nuque, la nuque. Après, donc, il était mort de chez mort aussi, hein, quand même. Il était mort, mais même avant, en fait. Même avant, dans les clinches, Alvarez allait beaucoup plus rapidement. Il mettait ses coups, il repartait, et il avait déjà évité généralement les ripostes de Justin. Donc, même en clinch, effectivement, c'est pas une bonne idée, particulièrement contre Tony Ferguson. Donc, je souscris. D'autant qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, mais surtout si ça dure et que Justin Gaethje réadopte en fait ce style défensif. Le truc, c'est qu'il se met vraiment menton en avant et il se penche un peu en avant. Et ça, c'est en fait une ouverture vraiment pour Tony Ferguson, qui fait ça souvent contre les adversaires, surtout quand ils sont un peu dépassés physiquement. C'est comme il est grand, de peser un peu sur la personne, de déclencher ses attaques en dart choke et toutes ces techniques-là. Et notamment, par exemple, contre Vanata, c'est comme ça Lando Vanata, c'est comme ça qu'il l'a soumis. Et ça pardonnerait pas, parce qu'il est redoutable là-dessus et inattendu, parce que c'est des techniques de soumission en fait. Faut avoir un physique particulier pour que ça fonctionne, et le truc, c'est que Tony Ferguson, il a ce physique-là, tu vois, avec très longilignes, avec des longs bras, et paraît-il des très longues mains. C'est ce qu'avait dit, je sais plus quel adversaire qui a dit qu'il était surpris par la taille de ses mains, et que c'était proprement flippant, tu vois. Donc je pense qu'en fait, vraiment, si je dois donner une qualité en fait que Justin Gaethje doit avoir face à Tony Ferguson, c'est la mobilité en fait. Et ce serait pas bon de rester une cible par rapport à Tony Ferguson, parce que quand Tony Ferguson sait que tu es statique, il a un tel champ varié d'attaques que tu peux pas en fait te dire attends, là je vais le timer, parce que non, ça marche pas en fait. Le mec il continue, c'est une espèce de flow, tu vois, et c'est très difficile à anticiper en fait. Et pour être complet sur notre cher Justin Gaethje, c'est là encore une fois un peu court, mais c'est vrai qu'il a bénéficié de très bons sparring partners pour préparer ce fameux combat contre Tony Ferguson, puisque là ça fait 3 semaines qu'il est enfermé avec Kamaru Usman, Neil Magny et Dariush. Donc c'est quand même super pour lui, et c'est là aussi où je me dis, tu as d'un côté Justin Gaethje qui a bénéficié de ça, donc qui est quasiment parfait si vous préparez un combat contre Tony Ferguson, et de l'autre, Tony Ferguson, ça reste à chaque fois très mystérieux, hein, la façon avec laquelle il prépare ses combats, mais où on peut se dire qu'il a quand même été impacté négativement par le coronavirus et par la préparation, puisqu'il a dû tout chambouler, alors que pour le coup, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ali Abdelaziz, en fait, a dit, bon, ok, j'embarque Kamaru et j'embarque Dariush avec moi, et on va s'entraîner, on va s'enfermer tous ensemble. Donc bon. Après, ça c'est cool. Au moins ça fait plaisir. Le fait qu'il ait des sparring de qualité, ça fait vraiment plaisir. Après, c'est vrai que stylistiquement, c'est bon, ça reste un champion du monde, hein, Kamaru Usman, et puis ça reste des baisers, mais d'un autre côté, c'est vrai que stylistiquement, de toute manière, tu peux pas vraiment te préparer stylistiquement à Tony Ferguson, mais c'est pas forcément
Je sais pas si des mecs comme Kamaru, Benil Dariush ou qui d'autre du coup Neil Magny, et Neil Magny. c'est ça, bien, tu vois, parce que moi je me dis, physiquement, t'as Neil Magny, Kamaru, bah, c'est le mec qui peut clairement t'apporter une pression constante, tu vois, lors des sparring, donc c'est cool. Et Benay Darnush, c'est pareil, hein, c'est un mec qui met la pression. Exactement, et puis en plus au sol, tu vois, c'est pas le dernier non plus, donc c'est. Mais c'est vrai. Après, c'est juste que comme il propose des trucs tellement différents et au niveau du Exactement, oui, bah, striking c'est compliqué. particulièrement. Mais il n'y a, ça. personne qui combat comme Tony Ferguson. Bah ouais. C'est excessivement compliqué. L'autre ennui, c'est que et peut-être la carte à jouer de Justin Gaethje, c'est que Tony Ferguson s'est préparé quand même pour initialement affronter Khabib. Et ils n'ont pas du tout, enfin, si tu ne te prépares pas de la même manière pour combattre Khabib ou Justin, c'est enfin, ça n'a rien à voir. Donc, pour désapprendre ce que tu as appris et te repréparer, ça prend à mon avis plus de temps que si tu es appelé au dernier moment et on te dit, ah, tu vas affronter telle personne parce que ton esprit est vierge, en fait, de stratégie, de machin que tu aurais appris en vue d'un combat particulier. Et donc là-dessus, je pense que l'agenda favorise, en tout cas sur ce point, favorise Justin Gaethje. Après, sur d'autres points, la condition physique, tout ça, ça favorise forcément Tony Ferguson parce que, il sait s'entraîner tout seul. Et deux, il s'entraîne depuis, je ne sais pas depuis quel mois, mais depuis plus longtemps forcément que Justin Gaethje. Ouais. Donc c'est kiff-kiff. Moi je pense que effectivement sur les sparring et sur la préparation, on va dire pour un format particulier, je pense que Justin Gaethje est un peu plus avantagé que Tony Ferguson, mais sur la prépa complète et tout, je pense que quand même Tony Ferguson, on peut quand même supposer qu'il est un peu mieux armé que Justin Gaethje. Complètement, et bien messieurs, formidable sur Justin Gaethje. Big shout out my sweet protein. Code la sueur, moins 40%, moins 38%, pardon, minimum. Prochain podcast, nous intéressons à notre cher El Koukoui. D'ailleurs, c'est un sweet my protein que tu as là, non? C'est un sweet my protein. Il est magnifique. Swear.